Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter une modélisation physique qui a été réalisée dans le cadre d'un développement d'un nouveau procédé d'amélioration de sol, enfin de renforcement de sol. Euh, donc on a eu en fait recours à cette modélisation parce qu'il n'y avait pas en fait vraiment d'autres moyens, comme vous allez voir, pour estimer, ou du moins étudier le comportement du renforcement de sol par colonne à module mixte. Donc voilà le plan de mon exposé, hein. Donc je vais vous détailler un petit peu le dispositif expérimental, le type d'essai réalisé, et puis vous montrer déjà et aussi les résultats expérimentaux. Cette modélisation physique a été faite dans le cadre d'une thèse de Anna Centrikova, donc en 2012, thèse dirigée par Pierre Forêt et co-encadrée par Stéphane Grange et Philippe Gotland. Alors tout d'abord, en introduction, qu'est-ce que c'est une colonne mixte? C'est tout simplement une inclusion rigide avec une tête en gravier. Et donc on utilise deux outils pour réaliser ce procédé de renforcement de sol. Sachant que en fait dans ce procédé la tête en gravier elle est destinée à réduire les sollicitations qui peuvent s'exercer sur la partie rigide qui est toujours non armée. Donc c'est vraiment important, c'était très important à l'époque du développement de ce procédé, de voir et d'estimer quand même la diminution de la sollicitation exercée par la fondation sur la partie rigide non armée qui se situe en profondeur. Ce procédé, l'idée c'était de combiner en fait les avantages d'un renforcement de sol par inclusion rigide et d'un renforcement de sol par colonne ballastée. L'idée aussi c'était de le proposer essentiellement sous des semelles essentiellement sollicitées par des efforts horizontaux, voire cycliques, hein, surtout en zone sismique. Donc, lorsqu'il s'agit en fait de développer un nouveau procédé, on essaie d'étudier au mieux quand même le comportement vertical avant tout, et également horizontal. Vis-à-vis du comportement vertical, c'était très simple en fait de réaliser ce procédé sous une semelle et d'exercer tout simplement, de procéder à un essai de chargement de manière in situ. Donc ça n'avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup de difficultés à faire ça. Par contre, dès qu'il s'agissait d'étudier le comportement de renforcement de sol sous sollicitation horizontale voire cyclique, bien évidemment, là on commençait à avoir quelques soucis, surtout sur l'instrumentation de la partie rigide, sachant que la réalisation de la tête de gravier ne permettait pas de poser une instrumentation à l'intérieur de l'inclusion rigide. D'où l'idée de faire une modélisation physique en modèle réduit à une échelle de 1/10. Et le but, bien évidemment, c'était d'étudier le comportement de ce sol renforcé par colonne mixte sous des chargements statiques, mais aussi cycliques. Et il y avait bien évidemment très peu de travaux, notamment à l'époque, sur cette problématique-là. L'idée, c'était bien sûr aussi d'évaluer le rôle de cette zone de transition, hein, que constitue la colonne ballastée, et donc d'estimer les sollicitations résiduelles qui pouvaient apparaître plus en profondeur dans la partie rigide, avec aussi une idée d'estimer un peu la dissipation de l'énergie sismique qu'on pouvait avoir sous des sollicitations, donc cette fois-ci cycliques. Et enfin, définir aussi quelle incidence pouvait avoir la hauteur de la colonne ballastée en tête de l'inclusion rigide. Alors il y a eu en fait dans ce modèle, donc en laboratoire, il y a eu en fait trois sollicitations. D'abord la plus simple, hein, chargement vertical, destiné avant tout déjà la portance de ce sol renforcé.
Ensuite, on a sollicité, on a appliqué en fait un torseur d'effort, hein, vertical et horizontal, pour enfin exercer un chargement cyclique, donc avec une trentaine de cycles. Alors, quelques détails un petit peu donc de cette visicuve, hein, qui a été utilisée en laboratoire. La visicuve, elle fait à peu près 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1 mètre de hauteur, où ont été où a été placé en fait de l'argile et bien évidemment quatre colonnes à module mixte. Donc vous voyez sur le schéma constitué donc pour la partie rigide d'un tube en alu, diamètre intérieur 8 mm, diamètre extérieur 16 mm, qui permettait aussi de passer tous les câbles des extensomètres. En tête, il y a une zone de transition qui a été modélisée par un entonnoir que vous voyez en fait sur la photo de droite. Au-dessus, une colonne ballastée avec différentes hauteurs qui ont été testées de 5, 8 et 10 cm. Et le diamètre de la colonne était de 9 cm de diamètre. Au-dessus des 4 colonnes à module mixte, une semelle, une plaque métallique a été placée de 24 cm par 24, de 2 cm d'épaisseur, sollicité par en fait un chariot qui translate sur 2 rails horizontalement, mais aussi verticalement, avec la possibilité d'appliquer une force verticale à partir d'un vérin. Voilà une autre image du système, hein. Donc vous retrouvez les 2 colonnes à module mixte et plus la plaque. Les caractéristiques de l'argile utilisée, en fait, c'était une argile tout simplement de potier qui se trouve dans le commerce, qui a l'avantage d'avoir des caractéristiques homogènes, avec une cohésion de l'ordre de 18 kPa, un module de Young quand même relativement faible, de 0,5 MPa. Et le gravier qui est utilisé, c'était vraiment un petit gravillon avec un angle de frottement de pic de 56 degrés et résiduel de 37 degrés. L'instrumentation était constituée vis-à-vis du chariot par des capteurs de force. Et bien sûr, des mesures de déformés, de déplacement. Au niveau du pieu ou de l'inclusion rigide, il y a eu en fait 20 niveaux de jauge de déformation qui ont été placés de manière régulière sur toute la hauteur d'une inclusion. Vous voyez sur la photo, l'inclusion rouge, c'est l'inclusion qui a été instrumentée. Voilà quelques images pour montrer un peu le travail effectué. Donc il y avait quand même de 2 mètres cubes grosso modo d'argile, donc il y avait pas mal de manutention à prévoir. Voilà pour poser l'argile. Ensuite, pour réaliser les colonnes, il y a eu en fait l'utilisation d'un carottier et également le gravier qui a été mis en place a été mis en œuvre par refoulement. Donc les différentes configurations, c'est comme je l'ai dit avant, c'est un chargement vertical qui a permis de déterminer le tassement et la portance du sol renforcé et du sol non renforcé aussi. Vis-à-vis de la portance du sol sous sollicitation combinée, donc horizontale et verticale, il y a un swag test qui a été réalisé et ensuite, comme je l'ai montré aussi avant, une sollicitation dynamique. Donc le but était aussi bien d'estimer les tassements du sol, la portance et voir un petit peu comment se comporte le renforcement de sol. Alors voilà, de manière sur graphique, les différentes étapes, un chargement vertical, une consolidation, et ensuite un chargement horizontal. Alors le chargement horizontal était que de 2 mm, mais avec une fréquence de 2,7 Hz. C'était en fait le maximum de ce qu'on pouvait modéliser
Alors cette fréquence nous convenait bien parce que en fait la fréquence propre d'un ouvrage est souvent entre 0 et 10 Hz. Donc 2,7 Hz, c'était vraiment dans la fourchette réaliste qu'on pouvait observer sur certains ouvrages, avec 30 cycles. Donc. Et à nouveau, les 3 hauteurs de colonne BAST en tête de l'inclusion qui ont été testées. Alors les résultats expérimentaux, donc le premier résultat qui était très intéressant, c'était bien sûr de vérifier l'efficacité de ce renforcement de sol sous sollicitation verticale mais surtout également horizontale. Donc le SWOG test, en fait, il a consisté d'abord à exercer un chargement vertical uniquement jusqu'à atteindre la rupture qui était à 15 000 newtons. Une fois que ces 15 000 newtons étaient atteints, donc si vous voulez, le tassement a été bloqué ou a été stabilisé et on a réduit en fait, ou du moins on a exercé de manière de plus en plus importante un effort horizontal en veillant toujours à ce que la déformée verticale soit bloquée. Et on a obtenu donc cette courbe de rupture, alors en rouge sans renforcement, en bleu avec renforcement par colonne à module mixte. Et puis vous voyez que si verticalement on a obtenu une amélioration, un renforcement dans un rapport de 4, et ben sous sollicitation combinée verticale et horizontale, on retrouvait bien ce rapport de 4. Donc ça c'était pas forcément inné d'obtenir un renforcement pour ce deux types d'efforts, mais on a pu le démontrer expérimentalement. Au niveau des tassements, ce qui a été observé sous 5000 newtons, c'est que sous la hauteur, sous les 3 hauteurs de 5, 8 et 10 cm, on avait plus de tassements avec une colonne BAST en tête de 10 cm qu'avec 5 cm, ce qui paraît aussi logique. Alors vis-à-vis de la sollicitation, cette fois-ci cyclique, il y a eu 30 cycles qui ont été réalisés. Vous voyez la déflexion et les moments qui apparaissent au fur et à mesure des cycles. Donc ce qui a été constaté, c'est que le premier cycle était vers la droite et en fait il y a eu un cumul de déformations qui est apparu en fonction du nombre de cycles, toujours dans la même direction, ça s'est cumulé progressivement jusqu'à en fait une certaine stabilisation qui était quand même assez rapide parce qu'on le voit sur le graphique d'après. Donc c'est bien sûr là en tête d'inclusion qu'on a les déformés. On constate bien sûr ce cumul et puis une stabilisation au bout du 6e cycle, on a une stabilisation de ces déplacements, donc une stabilisation quand même assez rapide dans l'augmentation et dans le cumul. Au niveau de l'effort tranchant, on a quelque chose d'assez régulier sur quasiment tous les cycles. Alors si on regarde un peu plus dans le détail les résultats, on a pu constater que pour un déplacement de la semelle de 2 mm, on avait une réduction importante des sollicitations latérales, puisque en tête d'inclusion, on avait quelque chose de 10 fois moins important. C'est un peu ce qu'on voulait vérifier. Au niveau de l'effort tranchant, on a également dans un rapport de 3 à 5 pu réduire les efforts horizontaux, donc les sollicitations sur la partie rigide qui nous intéresse. Et l'information aussi très intéressante qu'on a pu voir, c'est que au niveau de la déformée qui apparaissait en fait au niveau de l'inclusion, elle était étroitement liée à la dimension de la semelle, c'est-à-dire qu'on sait dans la vie de tous les jours que l'influence d'une semelle, c'est grosso modo 1,5 fois à 2,5 fois la largeur de la semelle. Sachant que dans les 1,5 fois, on a une concentration quand même des tassements. Et on retrouve en fait ce 1,5 fois au niveau de la flexion en fait, de l'inclusion et des sollicitations. Au niveau si on compare la hauteur de colonne de 5 cm et de 10 cm, on voit bien qu'il y a eu une réduction des moments de l'ordre de 40%. Donc c'est très intéressant aussi à noter. À la fin des 30 cycles,
on a quand même pu remarquer que le moment de flexion dans l'inclusion était quand même multiplié par 2 par rapport au premier cycle, et puis un déplacement horizontal entre 2 et 5 fois donc le déplacement d'origine. Au niveau toujours d'un comparatif d'une tête de gravier, donc d'une tête de colonne bastée de 5 cm 10 cm, vous voyez à gauche la colonne bastée de 5 cm et à droite la colonne bastée de 10 cm. On s'aperçoit qu'à nouveau la hauteur est assez déterminante vis-à-vis des sollicitations dans la partie rigide. Et on voit qu'on a quasiment la moitié de déformés en tête d'inclusion lorsqu'on a une tête en gravier assez importante. Voilà. En conclusion, alors déjà, évidemment, hein, ce modèle physique, modèle réduit à une échelle de 10 hein, et de manière gravitaire, les conditions donc, de similitude ne sont pas rigoureuses. Mais par contre, on a quand même pu quantifier et observer vraiment ce comportement qui n'était pas évident à évaluer en fait de manière in situ. Donc c'était vraiment l'outil qu'il nous fallait pour pousser le raisonnement plus loin, pour aider à comprendre en fait comment les phénomènes qui se produisent donc en profondeur et notamment dans la partie rigide. Et vérifier aussi cet avantage en fait, ou cet effet bénéfique que peut avoir la tête de gravier sur les sollicitations de l'inclusion. Donc en fait, ce modèle réduit donc a permis en fait d'instrumenter une zone qui n'était pas possible d'instrumenter bien sûr en situation réelle. Nous a permis de quantifier un petit peu les flexions qu'on peut avoir, les déformer aussi, les portances, et pour finalement en fait pouvoir faire des calages des modèles de calcul numérique et analytique et donc valider certaines approches de modélisation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.